Il était lui aussi pour des millions d'enfants un super-héros, auteur prolifique de livres dessinés. Chaim Valder s'est suicidé fin décembre après avoir été accusé d'abus sexuels sur 22 femmes, filles et garçons. Des abus révélés par le quotidien Haaretz sur la plume de 2 journalistes issus eux-mêmes de cette communauté Haredi, Aaron Rabinovitch et Shira Elk. Un scandale qui a provoqué l'émoi dans une société ultra fermée, dirigée par une élite vieillissante. Mais les jeunes générations, elles, dénoncent l'omerta. C'est votre cas, Noémie Issan-Benchimol. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Vous avez été très active sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Alors tout d'abord, à qui s'adresse cette colère 2.0 ? Je dirais à tous ceux qui seraient intéressés de la lire, à tous ceux qui la ressentent aussi, qui n'ont peut-être pas les mots. Je précise aussi que je ne suis pas issue du monde Haredi, en fait. J'ai fait des écoles orthodoxes en France, mais enfin, je ne suis pas issue du monde Haredi israélien. Et c'est très très différent des autres mondes religieux, en fait. Comme on l'a vu dans les réactions en fait, rabbiniques, par exemple les réactions rabbiniques américaines du monde même ultra-orthodoxe, en fait, ont été extrêmement différentes des réactions des rabbins du monde ultra-orthodoxe israélien. Et à mon avis, ça s'explique aussi par un contexte en fait, politique différent, par une conscience en fait, minoritaire du monde orthodoxe en Israël, qui se sent en fait en permanence agressé, mis en cause par un monde chiloni extérieur. Et comme vous l'avez dit, en fait, la présentation, c'est souvent Haaretz, le journalisme de gauche, laïque, libéral, qui vient attaquer en fait le monde de la Torah et qui prendrait pour prétexte en fait les affaires d'abus sexuels. Parce que vous l'avez bien dit, en fait, les journalistes eux-mêmes sont Aaron Rabinovitch et Shira Elk. Et Aaron Rabinovitch, c'est pas n'importe qui, puisque c'est le fils en fait de Benny Rabinovitch, qui est lui-même en fait un journaliste du monde Haredi. On va revenir, Noémie Issan-Benchimol, sur le rôle des médias communautaires, si je puis dire, des médias de cette communauté Haredi. Avant ça, je voudrais demander à Pierrick Pascal de nous remontrer cette image, ce prospectus, ce tract que vous avez choisi comme photo de profil Facebook. Des centaines de prospectus à l'effigie de cet enfant qu'on voit sur cette image ont été donc distribués dans les boîtes aux lettres des principales villes ultra-orthodoxes d'Israël pour soutenir justement les victimes d'hier et peut-être même celles de demain. C'est ça le but de cette campagne ? C'est beaucoup de femmes en fait, elles ont fait une action comme ça, coup de poing, elles ont été dans plein de villes et elles ont mis dans les boîtes aux lettres en fait. Cette image, j'aurais bien aimé créditer la personne qui l'a créée, je ne sais pas qui est le créateur, donc si jamais vous le savez... On cherchera et on ne manquera pas de l'afficher à l'écran. Noémie Issan-Benchimol, le risque de pédophilie et de viol n'est jamais très loin. Là où il y a des enfants, une certaine forme d'autorité. C'est vrai dans quasiment tous les domaines. On l'a vu, politique, cinéma, église. Mais quelle est la particularité du monde Haredi sur ce point-là ? Chaque milieu a son omerta propre. Chaque milieu a sa réponse propre. Et la particularité, si je dirais, du monde Haredi, même si j'ai du mal à dire comme ça le monde Haredi au singulier, parce qu'il est composé de beaucoup de courants, de tensions, effectivement, c'est que c'est un monde qui fonctionne en fait à la boucle réputationnelle. En fait, la réputation est très importante. Tout se sait, pour se marier, les gens font des enquêtes. Donc il y a comme ça une invitation au silence. Les gens n'ont pas tendance à aller à la police, parce que c'est la police effectivement laïque, la police civile, parce qu'il y a comme ça une angoisse du Issour Archaot, de l'interdit d'aller s'adresser à des tribunaux non juifs. Et pour beaucoup de gens... On rappelle que les plaintes ont d'abord été déposées au Beth Din, c'est-à-dire un tribunal rabbinique et non pas à la justice de l'État d'Israël, un tribunal civil. Effectivement, c'est une affaire compliquée, parce qu'en fait le Beth Din du rabbin Eliaou... ça fait dans le nord d'Israël, oui. Voilà, exactement, qui est de l'Av Beth Din, en fait, un rabbin qui s'appelle le Rav Reuven Nekar. En fait, ce Beth Din-là n'a pas été créé spécialement pour cette affaire. C'est un Beth Din qui existe depuis plusieurs années et qui est qui s'adresse spécialement aux problèmes d'agression sexuelle, de viol et de pédocriminalité. Donc, il fonctionne avec des spécialistes, avec des professionnels de santé et en accord avec la police. C'est-à-dire que si jamais, en fait, voilà, l'idée c'est que des gens qui n'iraient pas porter plainte, qui ne veulent pas porter plainte, comme c'était le cas, le Av Beth Din a dit effectivement que les gens étaient venus au Beth Din à la seule condition qu'on leur assurait la discrétion, qu'ils ne voulaient pas porter plainte parce qu'ils savaient qu'ils allaient devoir faire face à des enquêtes poussées, que très vite les fuites arrivent, que ça se sait et que les gens veulent préserver leur réputation. Souvent, parfois même, les familles n'étaient pas au courant. On a des hommes qui sont maintenant sans doute des hommes mariés qui racontent des abus sexuels de quand ils étaient petits garçons et qui ne veulent pas que ça se sache. Et donc, effectivement, ils ont été
vers ce Beddin-là. Et en fait, le Beddin, entre guillemets, a convoqué plusieurs fois Chaim Valder, ont essayé de prendre contact avec lui. Il a toujours refusé ni de venir, ni de se présenter, ni même d'aller dans n'importe quel Beddin qu'il aurait choisi. C'est ce que lui ont proposé le rabbin Eliaou. Ils lui ont dit, écoutez, on transmet tous les témoignages qu'on a tout le travail qu'on a fait, en fait, on transmet à n'importe quel Beddin que vous choisirez et dont vous reconnaîtrez l'autorité. Il a refusé. Et donc, ils se sont trouvés en fait, dans la situation où ils étaient en fait obligés, étant donné qu'il était encore vivant à cette époque, et bien d'alerter le public pour prévenir en réalité voilà, on avait là un prédateur de très grande ampleur et qu'il fallait éviter des abus futurs. Noémie Sambenchimol, la Torah est très claire, ces comportements sont condamnables. Est-ce qu'il ne faudrait pas, pour éveiller peut-être les consciences ultra-orthodoxes, réinventer une forme de MeToo dont les contours ne seraient pas universels et modernes, donc méprisable pour cette communauté, mais au contraire intimement lié au texte juif qui se rapporte à cet interdit? Je sais pas, c'est une question difficile parce que déjà toute position qui dirait en fait on attend de l'extérieur un changement comme ça d'une communauté extrêmement fermée qui a vraiment ses propres règles, ses propres autorités, son propre fonctionnement. Ça me paraît un peu compliqué, ça me paraît aussi un peu paternaliste, l'idée qu'on va changer de l'extérieur. Je pense que là, on l'a vu ces dernières semaines, il y a assez d'éléments internes au monde ultra-orthodoxe en fait, qui poussent vers le changement et qui vont dans le bon sens pour se poser comme ça en sauveurs, comme ça libéraux avec des MeToo. Mais oui, effectivement... justement, pas un MeToo, pas un MeToo, voilà, effectivement, pas un MeToo universel, occidental, qui fait appel à des codes complètement étrangers à cette communauté, mais au contraire un MeToo made in Bnei Brak, j'ai envie de dire. Oui, mais c'est un peu compliqué aussi parce que vous dites que la Torah est très claire, que ces comportements sont condamnables. Et bien en fait, c'est plus compliqué que ça parce que et ça s'est vu d'ailleurs dans la réaction de la lettre qui est sortie de la cour du rabbin Edelstein, qui est un des deux grands gadols qui se partagent en fait la cour lituanienne du monde ultra-orthodoxe. Sa lettre mettait l'appui sur Abba al-Eshati, c'est-à-dire sur l'adultère en fait. Et il résumait en réalité l'affaire Valder à une opposition entre l'adultère d'un côté, qui est très grave parce que justement c'est en fait le vol de l'épouse d'un autre homme, avec le fait de faire honte et de faire du lachon hara. Oui, du shaming. Le shaming est plus grave que l'adultère. Voilà, mais on n'avait rien du tout sur les viols, on n'avait rien du tout sur la pédocriminalité, on n'avait rien du tout sur l'abus de faiblesse, on n'avait rien du tout sur l'abus de faiblesse dans un cadre de thérapie, ce qui était son cas ici. En fait, je ne crois pas que oui, je pense que tout est dans la Torah si on veut bien chercher, si on veut bien trouver, mais enfin, c'est pas clair. C'est-à-dire que la question de la violence sexuelle, ça me semble relever en réalité de voilà, le viol est considéré comme un retzach nefesh, comme vraiment le fait de meurtrir, de tuer l'âme de quelqu'un. Mais à part ça, sinon, si on en reste en fait stricto sensu à la halakha, au sens sec, au sens presque théorique, eh bien en fait, on n'a pas tous les outils en réalité, sauf une morale commune que tout le monde a, qui est qu'en fait, c'est mal d'abuser, c'est mal d'avoir des relations sexuelles avec des enfants, c'est mal d'abuser la confiance, c'est mal d'outrepasser le consentement. Et ces outils-là, en fait, ils sont créés et ils existent. Un, par des professionnels, et deux, effectivement, par des rabbins, et par des rabbins plus contemporains, dans des responsables plus contemporains. Qu'avez-vous pensé d'ailleurs, Noémie, vous parliez des réactions diverses au sein de la communauté, celle du grand rabbin d'Israël, David Lau, qui a tenu d'ailleurs à clarifier ses positions, après avoir rendu visite à la veuve et aux enfants de Chaim Valder. Pour moi, ça a été une faute politique. Je comprends très très bien que c'est des gens qui connaissent et que Madame Valder et ses enfants ne sont pas, a priori, ne sont pas coupables des agissements. Et j'ai même envie de penser qu'ils sont peut-être plutôt victimes en fait dans cette histoire. Que si en fait c'était un prédateur de grande ampleur, il y a fort à parier que c'était pas un ange non plus dans sa vie privée. Mais enfin, il y a faute politique au sens où le rabbin d'Israël est quand même un serviteur du public. Il y a faute politique au sens où la famille n'a pas pris position publiquement contre les agissements de Chaim Valder, même si on comprend que là c'est un deuil, que c'est un choc, etc. Il y a eu du temps avant. Enfin voilà, je pense qu'il y a eu faute politique parce que le message envoyé aux victimes, qui ont l'air d'être nombreuses, donc vous avez parlé de plus de 22 témoignages, mais si on a plus de 22 suicidée, il y a fort à parier qu'on a quelque chose de beaucoup plus grande ampleur. Dont l'une d'entre elles s'est suicidée après avoir été humiliée par les hommages nombreux à Chaim Valder après sa mort. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, ce qui s'est passé, le principe qui a prévalu après le suicide de Chaim Valder, c'est un principe qui est un très beau principe qui s'appelle Acharemot Kedoshim. C'est-à-dire qu'en réalité, peu importe qui la personne a été de son vivant, une fois que la personne est morte, eh bien tout le monde est saint. Et on purifie son nom, etc.
Sauf que là, ça a été mal appliqué. Ça a été mal appliqué parce qu'encore une fois, il y a des victimes, il y a des gens qui sont vivants. Et ces victimes, elles sont vivantes. Et elles nous regardent, elles regardent nos réactions à nous. Elles sont dans une très grande détresse émotionnelle, psychologique, en post-trauma. Et de voir en réalité vraiment cette campagne de purification de son nom avec des gens très importants, des gens très respectables, nous dire qu'en fait, finalement, la seule leçon à retenir, c'est qu'il ne faut pas faire de la shonara. Et ça veut dire quoi? Pas faire de la shonara, ça veut dire taisez-vous. Ça veut dire que si tu es une victime et que si tu comptais parler, eh bien surtout ne parle pas parce qu'en fait, tu vas tuer quelqu'un. Et en fait, tu es un meurtrier. Non seulement tu n'es pas une victime, mais en plus, tu es un meurtrier. Et ça, c'est une faute politique, c'est une faute morale. Merci Noémie Issam Benchimol d'être passé nous voir sur le plateau du Magorian pour parler de cette omerta dans la communauté juive ultra-orthodoxe en Israël, je précise, et vous avez bien fait de le préciser aussi. Merci infiniment. Merci à vous, au revoir.